J'ai passé 14 jours hors du temps. 14 jours à l'autre bout du monde, sans internet, en Antarctique. Je m'étais fixé 3 objectifs, photographier un léopard de mer, dépasser le cercle antarctique et prendre un bain polaire. Ah oui, et il y a aussi un 4e objectif bonus, c'est de retrouver un tank de la Seconde Guerre mondiale. Rien que ça. J'ai marché de nombreuses heures dans des décors somptueux, sur les traces des plus grands explorateurs errant dans mes pensées. J'ai vu des icebergs gigantesques, des glaciers et de nombreux animaux comme des baleines, des phoques, des manchots, des pétrels et autres albatros. Notre navire, il aura été celui le plus au sud du monde. J'y ai rencontré un philanthrope, la boss de YouTube Amérique, des crypto-riches slovènes et des vétérans d'expéditions polaires. Sacré équipe. Je m'appelle Ulysse Lubin, je relève 100 challenges à travers le monde et cette fois, je vous emmène en Antarctique. Tout a commencé lorsque j'ai rencontré Sandrine, une plongeuse de l'extrême. Elle avait déjà parcouru les profondeurs des côtes du Svalbard et du Groenland. Son rêve, c'était de nager avec un léopard de mer. Alors, elle a organisé une virée en Antarctique avec d'autres plongeurs. La pandémie ayant empêché le départ, voilà 3 ans que Sandrine attendait. Mais cette fois, ça y est, le bateau allait partir. Sandrine est médecin anesthésiste. Un mois avant le départ, alors qu'elle se formait à l'hypnose dans le cadre de sa pratique, elle a appris que l'un des membres du groupe se désistait. Le hasard a fait que son instructeur en hypnose, c'est Haïm, un ami à moi que j'ai rencontré dans une soirée TikTok. Elle lui en a parlé et il lui a répondu Parmi tous mes potes, je pense qu'il n'y en a qu'un seul, mais vraiment qu'un seul, qui serait assez taré pour partir en Antarctique avec toi. Si tu veux, je te mets en contact avec lui, il s'appelle Ulysse, et je pense qu'il serait chaud. Quelques semaines plus tard, je retrouvais Sandrine à Ushuaia, la ville la plus australe du monde. Bienvenue à Ushuaia. Et voilà la dernière place du monde, le panneau de la fin du monde. Au revoir Ushuaia. Vous voyez l'Amérique du Sud? Eh bien Ushuaia est tout au bout de la pointe. C'est la capitale de la Terre de Feu, une région séparée du continent par le fameux détroit de Magellan qui fut emprunté pour le premier tour du monde. C'est ici que nous avons embarqué à bord de l'Ortelius, la vieille dame de l'Antarctique. Ce nom vient d'Abraham Ortelius, un cartographe du XVIe siècle. C'est lui qui publia la première map monde moderne, Theatrum Orbis Terrarum. Son équipage, il est composé de 50 personnes d'une dizaine de nationalités. Pour un brise-glace, il est plutôt petit, pour un navire d'expédition, il est plutôt ancien. Mais ce bateau est mythique car robuste. Pour le s'entanguer, on entend la ferraille grincer. Ça, c'est l'immense bateau pour faire une croisière de luxe. Et ça, c'est un ancien navire scientifique qui a été réhabilité pour faire des expéditions polaires, aka l'Ortelius. Allez, c'est parti. On est à bord. C'est notre petite chambre pour 15 jours. Et oui, parce que je voyage pas tout seul, je suis avec Sandrine. Bon, on a eu quelques briefings et le temps est vraiment pas ouf. On peut même pas partir pour l'instant. Le bateau est bloqué parce qu'il y a trop de vent. Et il paraît que pendant les 2 prochains jours, ça va secouer énervé. On a eu tout un brief sur le mal de mer avec des petits médicaments ou des patchs que l'on peut se mettre derrière l'oreille. Moi, j'hésite à me tester un peu pour voir. Je sens que je vais jouer et que je vais perdre. Au milieu de la nuit, l'autorisation fut enfin donnée et l'Ortelius se mit en route le long du canal Beagle pour ensuite se diriger vers le sud. Bon. Où est l'avant du bateau? Là-bas ou là-bas? Je pense que c'est par là-bas. Ok, ça part! Une fois sortis du canal, les ponts se fermeront pour la traversée du passage de Drake. Alors profitons-en pour faire un petit tour du navire, et c'est parti. Notre cabine. Ortelius, le monsieur qui a donné son nom au bateau. La salle de briefing. Les grosses cordes. Je sais pas comment ça s'appelle. La salle de chantier. L'escalier pour débarquer. La salle secrète. J'ai pas encore osé y aller. Le pont avec tous les zodiacs. Il y en a vraiment beaucoup. L'arrière du bateau avec la piste pour décoller. La vue à l'arrière du bateau. Les canoës. Peut-être ce sont des kayaks, on va suivre le débat. En tout cas, j'ai fait du parcours pour les trouver. Wow, chaud. Ah, c'est ça la vie de marin. La main steam valve, la steam safety valve. Plus petite que la main. L'avant du bateau, meilleur spot pour observer les paysages et les animaux. L'échelle qui ne sert à rien. Le banc des amoureux face à la terre de feu. Le bateau de sauvetage, ça c'est le premier, ça c'est le second. Moi si c'est la merde, faut que j'aille dans celui-là. Une colonie d'oiseaux en migration. La meilleure pièce, le bar. Et c'est aussi ici que l'on donne les lectures, c'est-à-dire des cours donnés par les guides de l'expédition. La cabine du capitaine. Et en haut de cet escalier, il y a la salle de contrôle. Mais malheureusement, on peut pas y aller pour l'instant. La bibliothèque avec le coin antarctique et le coin arctique. La cloche a sonné, je sais pas, s'il y a un problème, il faut pas le faire.
Le cours a été interrompu parce qu'il y a un appel à la baleine. Ils sont un peu loin, mais on peut voir leur respiration, mais là on le verra jamais avec ma petite caméra. On vient à peine de partir, on a déjà vu des baleines et des albatros. Oh là là. On de discuter 5 minutes et il y a des phoques qui sont arrivés. C'est un truc de fou, on vient à peine de partir. Waouh. Là il y a de la vague. Wow. Voilà, la taille des vagues, j'ai jamais vu ça. Bon, j'ai joué au jeu, je suis en train de perdre. Le mal de mer commence à devenir vénère. En plus c'est pas simple de marcher dans le bateau avec toutes ces vagues. Très vite, j'ai compris que l'Antarctique se mérite, car pour y arriver, il faut traverser le passage de Drake, où les océans du monde se rencontrent. Et là, les eaux étaient déchaînées. Nous naviguions sur une houle de plus de 10 mètres de haut. Pendant 3 jours, le bateau a fortement oscillé, tel un pendule. Et moi je bouge pas au top de ma forme là. Je dirais pas mais je suis balancé de... Les passagers se sont blessés. Pour d'autres, c'est l'estomac qui n'a pas tenu. Un vieil adage des marins de la région disait « En dessous de 40 degrés, il n'y a plus de loi. En dessous de 50 degrés, il n'y a plus de Dieu. » Quant à nous, nous irons bien au-delà du 60e degré sud. Purée, j'ai jamais vu le bateau bouger autant, il y a un mec qui vient de vomir devant moi. Je suis en train de me casser vite pour pas que ça m'arrive à moi. Il y avait tout qui se pétait la gueule dans la cuisine. J'ai pas rangé mon ordi et je pense qu'il est en train de se faire balader de partout. Je serai pas le premier à vomir sur ce bateau. C'est bon, il y en a un qui a craqué avant moi. Ok, mon ordi tient bon. Regardez à quel point ça descend. Alors faut savoir que l'Antarctique c'est une terre qui est très préservée et protégée aussi. Et donc là je vais faire un biosecurity check où ils vont regarder ma veste, mon pantalon, mes bottes, etc. Pour être certain que l'on n'introduise pas des espèces qui ne sont pas endémiques de l'Antarctique là-bas et que le lieu reste préservé. J'arrive pas à me déplacer. Bon c'est good, mes bottes, mon pantalon, ma veste. Tout est clean, on ramène pas des espèces bizarres en Antarctique. C'est cool en vrai qu'il y a ce genre de check. Ça fait 3 jours que les ponts sont fermés à cause des conditions de navigation. Et là ça vient de rouvrir, allez je vous amène. Ça y est, on a passé le passage de Drake. Oh là là, c'est incroyable. On voit les premières neiges. Wow. Bienvenue en Antarctique. Ouais, c'était long cette traversée. Ça fait 3 jours qu'on est enfermé là dans le bateau. Ça fait tellement du bien de sortir. En fait il fait pas si froid. Bon il fait pas chaud hein. Mais ça va, c'est supportable. Après ces 3 jours difficiles, la péninsule antarctique se dressait enfin devant nous. Les flots se sont calmés, les ponts ont rouvert, et les mots viennent difficilement pour décrire pareil spectacle. Après 4 jours de navigation, ça y est, le bateau s'est enfin arrêté. On va aller petit déjeuner et après on va aller mettre le pied à terre. Je vois les pingouins qui nagent là-bas. Là. Je sais pas assez de zoom sur la caméra pour vous montrer mais c'est oufissime. Là il est 6h30 du matin et genre on est perdu au milieu de nulle part. C'est incroyable. Allez, je vous montre voir de l'autre côté du bateau. Hop, attention. C'est lunaire quoi. Ça valait le coup de se farcir le passage de Drake. Oh là là. Il y a des pingouins là encore, attendez. Regardez. Petit pingouin qui nage. Ça y est, je suis prêt. Sandrine elle va plonger, moi je vais sur le Zodiac, on va faire une petite balade. T'as pas besoin de gilet toi, tu flottes avec un... Ça y est, ça part, on est sur le petit Zodiac et on va aller se balader. Je n'en croyais pas mes yeux. Dès le premier jour, il était là, à nous escorter. Il y a un léopard des mers qui se cache par là. Salut toi. Il reste avec nous. On le voit là, il est sous nous. Waouh, incroyable. Sandrine, elle, était dans l'eau, en train de réaliser son rêve. Donc clairement voir un léopard des mers en Antarctique, c'était sur le sommet de la bucket list quoi. Et voir ça à la première sortie, c'est quand même complètement incroyable. Et là il y a toute une famille derrière nous. Alors c'est pas, c'est une autre espèce, c'est Crab Eater Seal, qui ne mange pas de crabe, en fait il mange du krill. Mais... Je sais pas avoir beaucoup voyagé dans ma vie, je crois que j'avais jamais vu quelque chose comme ça. Là, on navigue dans un petit Zodiac à travers une mer de glaçons, c'est complètement ouf. Je débarquais alors sur l'île de Cuverville.
Salut toi. Donc on n'est pas encore sur le continent, on est encore sur une île, l'île de Cuverville je crois. Et là je suis entouré de pingouins. Regardez, je suis tourné la caméra. Hop là. Mais quand je dis entouré, c'est des milliers en fait. Il y en a vraiment partout. Pom, 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 pom. On voit qu'il lui reste encore un petit peu de fourrure. Lui il est tout jeune. Et là-bas au loin, on peut voir l'Ortelius, le navire qui nous a amenés jusqu'ici. Pom, pom, pom. J'adore. Par contre, qu'est-ce qu'il pue. Vraiment ça sent mauvais. il est curieux, il vient me voir. Il y a une règle, j'ai pas le droit d'être trop près, donc alors je recule, mais il est tout curieux. Et quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est partout. J'ai entendu un grognement un peu plus énervé, je me suis dit oh, il y a quelque chose dans les parages. Et en effet, attention. Alors je sais pas si vous voyez là-bas, mais on a un phoque. Et alors lui quand il grogne, je peux vous dire qu'on l'entend. Ils nous apprennent le nom des espèces en anglais sur le bateau, donc c'est possible que les noms viennent en anglais. Et je sais, c'est pas des pingouins, ce sont des manchots. Mais eux ils disent penguins, du coup moi ça me rend ouf. Ça va mon petit? Ils se gratouillent. Il y en a d'autres qui mangent de la neige là-bas. Je pense que c'est leur manière de boire. Alors âme sensible, ça se tenir. Parce qu'il est en train de becqueter un manchot décédé. Et c'est aussi ça la nature. Alors j'ai discuté un petit peu avec Chloé qui est guide de l'expédition et elle m'a donné plein d'infos. Alors déjà tous les manchots que l'on a autour de nous sont des manchots pas fous, voilà, c'est assez rigolo. Elle me fait aussi la distinction, tout à l'heure on a vu par exemple une fur seal et ça en français c'est plutôt une otarie. Alors en français on dit soit otarie soit phoque, ça dépend. Là je crois que c'est une otarie à fourrure, si je dis pas de bêtises. Et l'oiseau qui était en train de becqueter le manchot tout à l'heure, c'est probablement une pétrelle géante. Et ils ont trouvé sur cette île le seul insecte de l'Antarctique, connu à ce jour en tout cas. Voilà. Il faut savoir que sur cette île de Cuverville, elle a été découverte par une expédition franco-belge je crois en 1898. Et c'est un truc de fou quand même de se dire qu'il y a, je sais pas, au 19e siècle il y avait des gens qui étaient ici quoi. Et aujourd'hui bah, on est là. C'est dingue. Salut toi. T'es bien curieux. Oh non. On a les parents qui reviennent de la chasse. Et alors ça les amis, c'est un os de baleine. Et en fait il y en a beaucoup sur la plage. On en retrouve ici. Ou encore là. Regardez, il y en a partout. Ici, ici. Alors ça sont des restes datant de quand il y avait encore de la chasse à la baleine sur cette île. Ou alors c'est peut-être juste une baleine qui s'est échouée sur la plage. C'est quand même incroyable de se dire que ce sont des os de baleine quoi. Celui-là il est plus gros que ma tête. Oh, salut. Oh regardez, il y a des pingouins qui nagent. Pingouins, des manchots. Ah, je suis bien d'être arrivé à l'intérieur. J'ai les doigts de pied gelés. C'était que la première matinée et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu tellement de trucs. J'ai l'impression de tricher dans ma bucket list quoi, de cocher les cases trop vite. Et il reste 10 jours d'expédition. C'est un truc de fou quoi. Et c'est au milieu de ces paysages somptueux que nous prime la direction de la baie Landvorn. Ben voilà tout à l'avant du bateau et nous allons nous glisser dans le passage là qui se trouve juste devant nous. Les amis, cette fois on se dirige vers un endroit qui s'appelle Neko Harbor, donc j'imagine le port de Neko, quelque chose comme ça en français. Et ça y est, c'est l'Antarctique, c'est le continent, on va mettre le pied enfin sur la Terre, sur le 7e continent, le continent blanc. Excité, c'est un endroit, c'est magnifique. Là ça sature un petit peu avec la lumière, mais je vous montrerai après à quoi ça ressemble. C'est parti pour le deuxième round de la journée. On va là-bas. Direction le continent, ça part. Allez. C'est un petit pas pour Ulysse. Bienvenue en Antarctique. Le continent. Voilà Neko Harbor. Le vent commence à se lever. Là ça va, il y a un petit peu de répit sur la colline. Alors, oui c'est pas des bruitages, regardez de l'autre côté. Voilà, on est bien entouré de manchots. Je crois que c'est encore des manchots papous. Et il y a beaucoup de jeunes parmi eux, ils n'ont pas tous perdu leur fourrure. Voilà un petit exemple, lui il lui reste encore quelques plumes. Et là-bas se trouve un glacier massif, ainsi que Bill, qui est le vétéran de cette expédition. Il a 79 ans et il vient d'Antarctique tous les ans depuis je sais pas, plus de 15 ans. C'est quelqu'un de vraiment impressionnant. Donc comme disait Bill ici, c'est que derrière il y a un immense glacier qui est assez instable et de temps en temps il y a des énormes blocs de glace qui se
Oh, les manchots, ça suffit. Qui se détache et qui génère une énorme vague qui emporte tout sur son passage. C'est pour ça qu'on a accosté un petit peu plus loin, alors que ici ça semblait bien comme plage. Je ne parle pas français, je suis écosse. Alors ce qui est intéressant, c'est que... Hop, vous voyez tous ces chemins là, ils n'ont pas été creusés par l'homme, mais par les manchots qui les utilisent en permanence et qui les tassent à force de passer dessus. Hop. Et là, ce que l'on a juste en dessous, sont les fondations d'une cabane qui date de l'époque de la chasse à la baleine. Et on retrouve ici un petit morceau qui a été laissé sur place. C'est génial, regardez. Celui-là, il est en train de piquer des cailloux du nid d'à côté pendant que personne regarde. Et il les amène dans son nid. Le vicieux. Et pourquoi s'arrêter quand on peut continuer? Personne regarde après tout. Hop, un nouveau caillou. Il me fume. Allez, on y retourne. Nous trouvons une intersection où il se passe des choses intéressantes. Et ils ont remonté toute la côte comme des énervés. Et maintenant, ils bougent plus. Enfin, lui, il mange de la neige là-bas. Lui, il râle. Lui, il est perdu. Lui, il fait sécher les ailes. Ah, et lui, je vous passe les détails. Hop, 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 hop. Bon, il en est où notre ami? Eh ben, il continue de piquer des cailloux. C'est incroyable. Ouh là là. Il y a le propriétaire qui est arrivé. Il va s'en rendre compte. Attention. Ça va chauffer. C'était sûr. Il va continuer? Bien sûr, il va continuer. Hop. Et voilà le travail. Je présente une course-poursuite chez les manchots. Ils se courent après depuis une demi-heure, ces deux. Je sais pas où ils vont, mais ils y vont avec panache. Ce matin, ce n'est plus interdit. On a été invité sur le pont pour voir un passage assez mythique de l'Antarctique. Donc nous avons été invités par le capitaine sur ce pont pour admirer Hunas Peak. Donc il y en a un premier ici, un deuxième là. Il se trouve sur les Renard Island. Et c'est un endroit assez incroyable, c'est très très beau. Et je sais tout ça grâce à Gary, ici, aussi connu sous le surnom de Garypédia, parce qu'il sait tout. C'est l'un des guides de l'expédition. Ici on a la boussole haute précision, et un peu plus loin se trouve un tout petit passage juste ici, qui s'appelle le Channel Lemaire, qui est peut-être le passage le plus connu, le plus célèbre en Antarctique. C'est l'expédition belge menée par De Gerlache qui fut la première à franchir ce détroit en 1898 à la force du vent. Rendez-vous compte. Les trois passages débouchent sur la mythique baie de Charcot, qui fut le lieu d'hivernage du navire français de la première expédition Charcot entre 1903 et 1905. Et nous sommes de l'autre côté du deck. Ici on peut voir le capitaine, alors on peut voir difficilement parce que la luminosité est très faible puisqu'il est 6 h du matin, ainsi que les différents instruments de pilotage. Allez, on vient de graver sur les Zodiacs, nous sommes actuellement dans la baie de Charcot et il fait de plus en plus froid. Et cet endroit est connu comme étant le... Alors ça dépend du point de vue, mais soit le paradis des icebergs, soit le cimetière des icebergs. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On est entouré de ces monstres de glace. C'est un endroit assez magique et je me gèle les mains pour vous faire ces images. Regardez la taille de celui-là, il est énorme. Là sont mes amis slovènes. Ces icebergs sont formés par velage, c'est-à-dire par fragmentation d'une masse de glace débouchant sur la mer, comme le front d'un glacier. Environ 90% du volume d'un iceberg est situé sous l'eau. Et oui, si vous croisez un bloc qui fait 10 mètres de haut, imaginez qu'il pourrait descendre à plus de 100 mètres sous la surface. Et si je vous disais que certains icebergs font la taille d'une ville, voire même d'un département. Oh mais quelle beauté quoi. J'en reviens vraiment pas en fait. Partout où on regarde, c'est incroyable. Il n'y a pas un degré d'angle où c'est pas... ouf de regarder quoi. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on appelle cet endroit le paradis ou bien le cimetière des icebergs? On a une armée de pingouins qui se dirige vers... Ah, de manchots, pardon. Qui se dirige vers cet iceberg. Je pense qu'ils chassent tous ensemble. Et de l'autre côté là-bas, il y avait un phoque, une otarie, je sais pas. Hé hé, te voilà toi. On voit au loin l'Ortelius et nous voilà arrivés à Port Charcot, qui est un endroit assez connu en Antarctique. Et je crois qu'un petit cours d'histoire s'impose. Oui, parce qu'à cet endroit, il n'y a pas eu que des pingouins. Ah, des manchots. Jean-Baptiste Charcot était le fils du médecin Jean-Martin Charcot, qui a laissé son nom à la tristement célèbre maladie dont fut atteint Stephen Hawking. Lui aussi médecin,
Jean-Baptiste était passionné par le rugby. Il alla d'ailleurs jusqu'en finale du championnat de France. Il était aussi féru de voile, et là aussi, il n'était pas mauvais puisqu'il remporta 2 médailles d'argent aux Jeux Olympiques de Paris. À la mort de son père, il fit construire son premier bateau, qu'il baptisa Pourquoi pas. Et ce détail aura son importance. 10 ans plus tard, en 1903, Jean-Baptiste fit bâtir un autre navire, plus grand. Ce 3-mâts goélette de 32 mètres fut nommé Le Français. Il rassembla un équipage et monta la première expédition française en Antarctique. Bloqués par les glaces, ils hivernèrent 9 mois sur l'île Bousse avant de repartir vers le sud. Et en 1905, ils finirent par rentrer en France. Leur retour fut triomphal. Il faut dire que les résultats de la mission étaient impressionnants. Ils cartographièrent plus de 1000 km de côte et ramenèrent 75 caisses de notes, d'observations, de mesures et de collections destinées au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que c'est là où hivernèrent le commandant Charcot et son équipage en 1904 que nous avons débarqué. D'ailleurs, les yeux les plus aguerris auront peut-être remarqué un observatoire tout en haut de la colline. Je vous y emmènerai tout à l'heure, parce qu'avant cela, j'aimerais vous montrer quelque chose. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est une cabane pour les observations magnétiques qu'avait érigé l'équipage de Charcot et qui est encore visible aujourd'hui. C'est quand même dingue. Allez, maintenant je vais me taper la rando jusque là-haut. C'est parti. Sur la route, j'ai trouvé un copain qui tape sa meilleure pose. Sérieux, on dirait un tableau cette image. Allez, faut grimper maintenant. C'est marrant parce que je suis juste les traces des manchots, quoi. Il n'y a aucune autre trace dans la neige, c'est quand même assez incroyable. Et on se retrouve dans ces immensités. On n'est pas les premiers, mais il y a pas grand monde qui sont venus jusqu'ici, quoi. C'est un feeling assez particulier. Oh là là, mais quel voyage quand même. J'ai du mal à réaliser encore, je crois. Je progresse. On a déjà une vue imprenable sur l'Ortelius. Ça y est, on y est. Observation Hill. C'est l'équipage du commandant Charcot qui, il y a plus d'un siècle, au sommet de cette colline, érigèrent ce cairn où sont inscrits leurs prénoms. La neige m'empêchera de les lire. Nous sommes le 25 mars 2023, il est bientôt minuit, et je me suis mis sur mon 31, c'est-à-dire mon seul t-shirt propre, parce que nous nous approchons d'une ligne mythique, qui était aussi l'un des objectifs de cette expédition, et c'est pour ça que je suis venu sur ce bateau. C'est parce qu'il allait particulièrement loin au sud. Nous approchons du cercle antarctique. Voilà, on devrait franchir la ligne dans pas longtemps. Le capitaine a dit qu'il avait un petit alcool à partager pour ce moment. Bon, toutes les lumières sont éteintes sur le poste de pilotage. On voit que le phare du navire en fait, pour éviter de se prendre des icebergs. On est quand même bien au sud et tout le monde attend de manière assez solennelle, c'est assez cool. Ladies and gentlemen, there are many illustrious lives on this liner, but today we cross one of the greatest. Welcome south of the Antarctic. We've joined now an illustrious and long and storied list of souls who have too decided to venture south of the point in which the sun does not set in the winter and does not set in the summer and does not rise in the winter. So let us all think of those mariners, recent and old, as we toast to the circle and we toast to the seventh continent. Cheers! Cheers! Allez, direction les îles Pourquoi pas, du nom du bateau de ceux qui l'ont découvert. J'adore ce nom. Et peut-être même que cette fois on aura un petit peu de soleil, ce qui sera incroyable. En tout cas là il fait plutôt bon, alors qu'on est bien au sud. Là, ça y est, on a dépassé le cercle antarctique, donc on commence à peler un peu. Bon, et pour ceux qui l'avaient, le Pourquoi pas, c'était le nom du bateau de Jean-Baptiste Charcot, qui n'est autre que l'explorateur, et à qui nous sommes allés rendre visite hier. Alors que l'on peut voir deux otaries à fourrure qui je sais pas si elles se bagarrent ou si elles se draguent. Ouais, sur cette île en fait il y a des otaries de partout, par dizaines. Et quand je vous dis par dizaines, c'est vraiment par dizaines. Il y en a de partout sur la plage. Et alors ce sont des bêtes qui peuvent être un petit peu agressives parfois. Et la consigne, si elles commencent à nous regarder de travers comme celui-là, c'est certainement pas de... Voilà, certainement pas de courir, mais c'est de se faire grand et de... faire du bruit. Voilà, tranquille mon pote. Ok. Ah. Ok. Easy. Ah. Chut. Ok. Bon, dans ces cas-là, il suffit de rester calme. Voilà, ça s'est bien passé. Oh, j'avoue que j'étais pas hyper serein, mais ça va, tranquille.
Mesdames et messieurs, il aura fallu attendre une semaine, mais ça y est, le soleil est là. Il sera pas là pour longtemps parce qu'il y a les nuages, mais quel plaisir quoi. On a trouvé une autre espèce de manchot. Ce sont des manchots d'Adélie ceux-là. Et ils sont tout aussi rigolos. Hein. Lui, il est pas content. On a pris un Zodiac pour s'éloigner un petit peu de l'île, pourquoi pas. Et là, on a trouvé une petite île aussi avec pas mal de cormorans dessus qui ressemblent à des manchots, mais eux, ils volent. Ils ont des ailes et ils envoient. Et de l'autre côté, on a des Crab Eater Seals. Alors, je vous retrouverai le nom en français. Qui font la sieste sur un iceberg. Et tout à l'heure, je marchais sur ce glacier. Alors, je pensais pas qu'il était aussi gros. Mais parfois, il faut prendre un petit peu de recul pour se rendre compte de la taille des choses ici en Antarctique. Alors qu'on se dirige vers la baie de Margaret, je crois, du nom de la femme du commandant Charcot. Wow. Et sur la route, on a croisé des baleines qui font des tonneaux. C'est incroyable. Je pense que ce sont des baleines à bosse. Bienvenue à Horseshoe Island dans la baie de Margaret. Alors sur cette île on peut trouver des drôles de pierres. Je crois qu'il s'agit de sulfate de cuivre, je suis pas sûr, en tout cas c'est copper sulfate en anglais. Et ça ressemble à ça, elles ont des drôles de reflets verts en plein milieu de l'Antarctique, c'est quand même assez incroyable, on se croirait dans un début de film Marvel avec des matériaux aliens qui ont débarqué de nulle part. Un petit peu partout et toujours évidemment avec une vue sublime et du vent pour me geler les mains. Ah! Et ce qui fait la spécificité de Horseshoe Island, c'est cette base, la base Y, qui est une ancienne station de recherche britannique qui fut utilisée de mars 1955 jusqu'à, je crois, août 1960. C'est une vraie capsule temporelle qui montre à quoi pouvaient ressembler les outils de l'époque quand on venait ici en Antarctique. Bienvenue dans les années 50. On va se balader à l'intérieur de la base. Je vais mettre ma petite lumière. Je l'avais, il y a même des routes vélo. Je dirais, c'est vraiment une base à remonter dans le temps, quoi. Il y a des raquettes là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Sec Foods. Ah, les stocks de nourriture. Vegetable and fruits. Et là, on a les petits lits. Il fallait pas être bien grand. Pure Refined Lard. Eh ben dis donc, on se met bien. Voilà, les gens courageux oseront manger ce qu'il y a dans l'une de ces boîtes de conserve. Ou les gens stupides. À voir. Même de la moutarde. Là, on arrive dans la salle des machines. C'est incroyable. Ici, on dirait qu'il y a des sortes de relevés scientifiques. Very approx. Ça, les gars, c'est de l'urbex next level, quoi. Bon, j'ai trouvé la boîte à chocolat. Ok. Kérosène. Le sol est très bizarre ici. Il y a d'autres chambres ici. Oh, c'est plutôt cosy, là. Il y a de la musique, des livres, de quoi peindre, j'ai l'impression. Daily Mail, Friday, August 30, 1957. 1957 les amis. British Medical Journal, 1956. Incroyable. Tiens, il y a un livre sur la Normandie. Eh ben on s'ennuyait pas ici. Ah. Elizabeth Air, 1954. Hop, j'ai trouvé un petit mot. How to make about 9 pounds of bread. C'est la recette pour faire du pain. Je suis arrivé tout au bout de la cabane. Please study very carefully. Ok, ils étudiaient le mouvement des nuages, mais pas que. Vous souvenez-vous du trou dans la couche d'ozone? Il se forme chaque année au-dessus dans l'Antarctique et ces scientifiques participèrent à sa découverte. Ce sont les lettres qui sont envoyées. La date, 1958 ça. Dear Mom and Donald, it was good to hear you, and the radio reception was perfect. It would please the Americans to hear they were of no assistance. Oh, eh ben, que d'aventure. Tout ça, ça m'a donné envie de faire un petit plou. Alors autant il faisait beau tout à l'heure, autant là le vent est glacial. J'ai l'impression que aller me baigner en dessous du cercle antarctique maintenant avec ce vent, c'est une idée de merde. Ah, faut que j'arrête de me mettre dans des situations aussi pourries, moi. Ah, j'ai trop du mal à récupérer ma main là. Oh, le reste du corps ça commence à revenir. En tout cas ça réveille hein. Ouh, voilà. Je peux dire que j'aurais pris un bain polaire. Et voilà un gros balourd qui nous bloque le passage. Est-ce que tu vas m'attaquer toi aussi? Tranquille. Tranquille mon pote. Bon, j'ai grimpé la petite colline pour vous offrir cette vue. Ah, c'est magnifique.
finir la journée, un magnifique coucher de soleil sur l'Antarctique. C'est pas beau ça? Et on continue vers le sud d'ailleurs. Après une grosse semaine de navigation, nous sommes arrivés à Rock Ridge, qui n'est autre que le point le plus au sud où nous irons pendant cette expédition. Nous sommes à plus de 68 degrés sud et par la même occasion, eh bien, on a débloqué un petit haut fait du jeu de la vie puisque nous sommes actuellement le bateau le plus au sud du monde. Voilà, rien que ça. Oui, c'est la dernière expédition de l'année. Après, l'hiver va s'installer, on ne pourra plus venir jusqu'ici, il y aura trop de glace. Bref, direction les Zodiacs, on va aller visiter Rock Ridge. Voilà la terre. Ici il y a beaucoup d'otaries à fourrure et de manchots d'Adélie. Franchement je crois que j'en vois déjà une centaine juste là devant moi. Alors de l'autre côté on a des sortes de grosses saucisses, ce sont des phoques de Weddell. Leur particularité c'est qu'ils meurent généralement de faim. Parce que pour se nourrir ils entretiennent un sorte de trou dans la glace qu'ils font avec leurs dents. Et à force de l'entretenir ils liment leurs dents et ils peuvent plus manger. Et alors eux ils font une grosse sieste. Et là on a deux otaries à fourrure qui font la bagarre. Et lui il s'est pris pour un saumon lui. Il est tellement posé. Et juste derrière... Boum. Alors tout à l'heure j'ai dit Rock Ridge, mais pour être plus exact, cet endroit s'appelle Red Rock Ridge. Après avoir atteint le point le plus au sud de notre expédition, nous avons fait demi-tour en fin de matinée en direction de l'île de Stonington. Bienvenue, nous y sommes. Déjà parce que derrière moi se trouve un gigantesque glacier. Et de l'autre côté de l'île on a cette magnifique vue également, avec l'Ortelius qui nous attend toujours au bout. Il est là. Et la petite particularité de cette île, c'est que deux bases y ont été construites, une par les Anglais derrière moi et une autre par les Américains, je vous y ramènerai tout à l'heure. Allez, direction tout d'abord la base britannique, aussi connue sous le nom de base E. Elles avaient des lettres, la dernière fois on était dans la base Y, et là nous allons à la base E. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la plus grande hutte de l'époque. Et voilà à quoi elle ressemble. Magnifique, on va aller la visiter. Imaginez quand même que les chercheurs depuis leurs fenêtres avaient ce spectacle. C'est quand même incroyable. Bienvenue dans la base E. Pour commencer, on a plein de réserves encore. Heinz Baked Beans. Eh ouais, ils font pas que du ketchup. Ici, on a une sorte d'infirmerie, j'ai l'impression. Alors, ce sont des chambres. Et voilà la cuisine. Oh! Eh ben, on se met bien ici. On a trouvé les livres. Stonington Island, 68 degrés sud, 67 degrés ouest. C'est une base permanente en Antarctique qui date de 1943. Et c'est ce programme scientifique qui a découvert le trou dans la couche d'ozone en 1985. Et oui, puisque ce trou se situait au-dessus de l'Antarctique. Oh, j'ai trouvé un escalier. Allez. Je crois qu'ici c'était le dortoir. Ouais. Et voilà de l'autre côté de l'île, où il y a la base américaine qui a été établie lors d'une expédition polaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale par Richard Byrne, quelque chose comme ça. Je sais pas si je le prononce très bien. Toujours avec une vue imprenable sur le glacier. Cette base portait le nom de East Base. Là, on est devant le Science Lab et malheureusement, il est fermé. On ne peut pas la visiter. East Base est un monument historique protégé par l'accord antarctique et c'est traduit dans 4 langues. Cette base américaine est historique, car c'est là qu'Edith Ron et Jeanne Darlington résidèrent entre 1947 et 1948. Ce sont les deux premières femmes à avoir hiverné en Antarctique. Et j'ai retrouvé quelques faits marquants sur ces deux personnages. Tout d'abord, d'après mes recherches, les deux femmes n'avaient pas l'air de particulièrement bien s'entendre. Jenny fut aussi la première femme à tomber enceinte sur ce continent. Elle écrivit plus tard dans son livre que les femmes n'avaient pas leur place en Antarctique. Edith Ron, quant à elle, y retourna 15 fois, prouvant le contraire. Je sais que quelque part sur cette île se cache une sorte d'engin militaire qui ressemble un peu à un tank. Et du coup je vais partir en quête de le trouver. Pour ce qui est pas pratique quand je marche, c'est ça. J'en ai jusqu'au genou. Waouh! Il y a des morceaux du glacier qui se détachent, c'est impressionnant. Et eux ils font la sieste comme si de rien n'était. Regardez, il y a l'iceberg qui se renverse. J'ai du mal à les attraper à la caméra, mais il y en a en permanence qui se retournent, il y a des morceaux de glacier qui se décrochent. La baie gronde en permanence. Bon, je suis monté sur le point le plus élevé de l'île pour essayer de repérer le tank. Bon, je l'ai pas trouvé, par contre j'ai vu une antenne qui s'est pété la tête. Et de l'autre côté, tout au bout de l'île, là, je vois une petite croix. Ça va d'être une tombe ou quelque chose comme ça. Du coup, je fais tout le chemin dans le sens inverse. C'est parti. Alors que je me dirigeais vers la petite croix, je suis retourné une dernière fois faire un petit passage autour de la hutte des Américains. Parce que vous connaissez à me connaître, j'ai du mal à lâcher le morceau. Et en obstination à payer. Parce que devant moi se trouve une sacrée... En vrai, je me demande comment j'ai pu la louper, quoi.
Waouh. Il y a le sol qui a tremblé là. Je l'ai encore loupé. Bon, bref, c'est tellement improbable ce que je m'apprête à vous montrer. Et voilà ce que l'on y trouve. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à l'arrière du tank, on dirait un visage. Ça s'appelle une pareidolie d'ailleurs. C'est le fait de percevoir des formes humaines dans des choses qui ne le sont pas. D'ailleurs, juste à côté, il y a la petite sœur. Je sais pas depuis combien de temps ce truc-là est ici. Probablement 70-80 ans. Bon, par contre, là, je suis en train de me perdre. J'ai plus du tout la croix en visuel. Et je sais plus de quel côté elle est. J'ai demandé aux manchots d'Adélie qui sont là-bas. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez la direction de la grande croix, s'il vous plaît? Ah ouais, par là-bas, ok. Waouh, 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 waouh. Oh, est-ce que vous voyez ça? C'est super loin, mais il y a un énorme morceau du glacier qui s'est effondré de l'autre côté. Ça fait un énorme bruit dans toute la baie. Et d'un coup, regardez l'eau là. L'eau qui commence à s'exciter. Ok. Je vais reculer. Wow. C'est cet énorme morceau là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Je suis arrivé un poil trop tard. Wow. Rebelote. Ouais, c'est un tout petit comparé. On voit tout de suite la vague que ça crée quoi. Et dans ma fuite, eh ben, je suis tombé nez à nez avec l'endroit où faire une petite prière si jamais il y a un tsunami qui m'arrive dessus. Vous la voyez. Elle est blanche, donc pas facile à deviner. Et voilà. Avec l'Ortelius derrière, magnifique. C'est une nouvelle journée en Antarctique. On se dirige actuellement vers Jenny Island. On remonte lentement vers le nord et regardez ce spectacle. Le soleil décide de jouer un petit peu avec nous aujourd'hui. Et alors cette île, personne dans l'équipage n'y est déjà allé. Donc voilà, c'est vraiment une première, une expédition là pour tout le monde. Pourtant il y a des sacrés vétérans avec. Je sais pas si vous vous souvenez de Garypedia, mais lui ça fait plus de 30 années consécutives qu'il vit en Antarctique. Et il rigole pas. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est une expédition qui est allée quand même particulièrement loin au sud. C'est assez exceptionnel d'aller aussi bas dans les latitudes. Et ça nous donne l'opportunité d'aller explorer des endroits qui sont assez peu visités. Ok, sur la route vers Jenny Island, on a eu un sacré spectacle puisqu'il y a des orques qui sont en train de chasser des otaries à fourrure actuellement. C'est assez impressionnant à voir. Alors j'ai réussi à photographier une otarie à fourrure qui se barrait à fond la caisse et qui est passée juste devant le Zodiac. J'ai essayé de choper une photo des orques, mais c'est pas si simple parce qu'elles sont un petit peu loin maintenant. Aussi appelés killer whales par nos amis anglophones, ces mammifères règnent en maître au sommet de la chaîne alimentaire polaire. Là, le groupe était en pleine chasse. Et il y avait de quoi paniquer. Les orques ont développé d'impressionnantes techniques de traque. Même sur les icebergs, personne n'est à l'abri. Elles génèrent tout d'abord des vagues sous-marines pour découper les blocs de glace. Ensuite, elles se synchronisent pour projeter de l'eau et expulser leur proie. Enfin, elles soufflent des bulles pour les désorienter. C'est cette menace qui pousse la plupart des espèces de phoques à se réfugier sur les rivages de l'Antarctique pour se reposer. Sur Jenny Island, une centaine d'otaries à fourrure et des dizaines d'éléphants de mer s'étaient d'ailleurs rassemblés. Bienvenue à Jenny Island. Et si je dis pas de bêtises, elle a été nommée d'après la femme de l'un des officiers qui s'appelait Bourgain, je crois, ou Bourgain, je suis pas certain de la prononciation. Et donc c'était l'un des officiers de la seconde expédition de Charcot, ici en Antarctique, dans les années 1908, 9, 10 par là. Et donc cette île, on pourrait l'appeler Seal City en anglais. Il y a plein d'espèces de phoques et d'otaries en tout genre. Donc évidemment les otaries à fourrure, on en a déjà eu beaucoup. Mais il y a juste devant moi une colonie d'éléphants de mer. Je crois que c'est comme ça en français. En tout cas en anglais c'est Elephant Seal. Regardez-moi la taille de ces monstres. Ils sont juste énormes. Ça m'étonnerait pas qu'ils pèsent une tonne. Et ils se mettent tous les uns sur les autres pour se réchauffer. Et là il y en a un truc. Il lâche de ses rots par contre. Je suis vraiment un gamin, ça me fait rire. Ah, cet après-midi c'est paisible. On navigue 2 jours à travers The Gullets, qui est un passage que nous avons fait à l'aller. J'ai passé l'après-midi face à la fenêtre à regarder le paysage défiler, à réfléchir sur ma vie. Et je sais pas, j'avais un vrai sentiment de plénitude. Ça fait bientôt, je sais pas, plus d'une semaine, bientôt 10 jours que je suis complètement coupé du monde, sans internet. Et ça me fait beaucoup de bien. Plus tôt, le capitaine avait annoncé vouloir tenter quelque chose d'un peu fou. Laissez-moi vous expliquer. En Antarctique se trouve un passage étroit nommé The Gullet. Plus la saison avance, plus il fait froid. Plus il fait froid, plus la glace s'y entasse. Et nous étions la dernière expédition avant l'hiver. Pour traverser, 2 branches sont possibles. Celle à l'ouest, plus large, et celle à l'est, bien plus technique. Il se trouve que les bateaux empruntent systématiquement la voie facile.
à l'ouest. Pour l'anecdote, un des marins m'a raconté qu'une fois, ils avaient essayé l'autre chemin. Ils se retrouvèrent bloqués par la glace et firent demi-tour. De notre côté, les conditions de navigation étaient exceptionnelles depuis quelques jours, et c'est pourquoi le capitaine voulut parier sur sa bonne étoile. Il engagea le navire sur la voie difficile, et c'est passé. La récompense, c'était un majestueux iceberg. Il faisait 3 fois la taille du navire, largement de quoi couler un Titanic. Et dans un moment magique, le soleil se posa dessus. Comme le dit l'adage, la chance sourit aux audacieux. On va aller direction le nord maintenant. Ce matin on est repassé par le Chanel de mer. Il faisait un temps magnifique. Voilà, c'est un petit peu couvert. Je n'ai pas trop filmé pour profiter vraiment de la vue. Je suis resté pendant des heures sans rien dire en mode méditation, c'était génial. Et là on s'arrête à un endroit qui s'appelle Damoy Point. Là ça va être un peu de sport, je pense qu'il y a un beau petit parcours de plusieurs kilomètres, donc ça va être cool, je vais aller marcher seul, ça va me faire du bien. Ensuite on aura plus que 1 ou 2 derniers stops avant de retourner à Ushuaia. Voilà, maintenant ce voyage a déjà largement dépassé mes attentes, donc c'est plus que du bonus quoi. Présente quelques Gentoo Penguins. Je vous retrouverai le nom en français, je vous l'afficherai quelque part. Ce sont des jeunes puisqu'ils ont de la fourrure sur eux. Salut toi. Et la particularité de Damoy Point, c'est qu'il y a un aéroport, voilà, tenu par les Britanniques. En réalité, cette base, donc la base L, servait de point de relais entre le moment où les scientifiques débarquaient par la mer, ici, puis de l'autre côté, eh bien il y a une petite piste pour que les avions puissent les récupérer et les amener plus au sud. Et donc cette base fut utilisée entre 1975 et 1993. Et elle est d'ailleurs toujours entretenue comme un refuge en cas de situation extrême, délicate. Voilà, on peut venir s'y réfugier. Bienvenue dans la hutte. Hop, on y retrouve des petites raquettes, des tenues pour survivre. Voilà, et même des duvets de quoi faire dodo. Hop, des pelles pour dégager la piste, je suppose. Et ici on a le petit garage avec tous les outils. Et juste à côté se trouve une autre petite cabane qui est un refuge appartenant à, bon, vous l'avez deviné parce que vous êtes trop fort en drapeau, l'Argentine évidemment. Mais celle-là, elle est fermée. Ce sera la dernière cabane que l'on visitera. Je suis un peu découvert parce que j'ai grimpé la montagne et ça m'a donné chaud. Mais ça y est, je suis sur la piste en fait. Bon bah, il n'y a rien quoi, c'est juste de la neige. Mais c'était là que les avions atterrissent. Je ressemble un peu à un pirate, non? Avec la barbe et le bandana là. Et alors de l'autre côté de la piste d'avion, on a quelques petites maisons là-bas, je sais pas si vous les voyez. C'est un endroit qui s'appelle Paul Croix. Le commandant Charcot, encore lui, qui a découvert cet endroit, qu'il avait nommé d'après un des politiciens, Lacroix, qui sponsorisait son expédition. Et d'ailleurs la crique qui entoure ce lieu, c'est la crique d'Alice, donc qui était la femme de Lacroix. Voilà. Alors le plus impressionnant, c'est que dans ces quelques petites maisons là-bas résident 4 personnes durant toute la saison. Bon là elles sont parties il y a peut-être 3 semaines, voilà, donc on est vraiment les tout derniers. Et pendant l'été elles sont là et elles font un petit peu de recherche. Il y a également une boutique de souvenirs parce que c'est l'un des lieux les plus visités en Antarctique. En haute saison, il peut y avoir 2 à 4 bateaux par jour qui viennent ici. Et en plus, elle gère un service de poste. Ouais, si vous envoyez une lettre en Antarctique, elle arrive ici. Voilà. C'est quand même incroyable de se dire qu'il y a des gens qui habitent là. L'heure de se rhabiller. Je suis dans le cratère de Volcan. C'est aussi ça l'Antarctique. Enfin, il y a beaucoup de vent. J'ai trouvé un endroit plus calme. Cet endroit s'appelle Deception Island et c'est le dernier stop de notre expédition. On n'a pas pu y aller à l'aller à cause des conditions de navigation qui étaient très mauvaises, je sais pas si vous vous en souvenez. Et cet endroit est assez mythique puisqu'il s'agirait de la demeure du dieu Neptune en personne. Et le volcan qui est derrière moi est encore actif, ou du moins il fait la sieste. Puisque la dernière fois qu'il a pété c'était en 1970, mais il pourrait très bien se réveiller d'un moment à l'autre. Cette île fut nommée Deception Island puisque vu de l'extérieur on dirait une île tout à fait banale. Or lorsque l'on y trouve l'entrée, qui est plutôt difficile à manœuvrer, on y découvre tout un tas de secrets. Quant à moi, ce voyage m'aura énormément appris. J'ai passé des heures à marcher dans des décors somptueux sur les traces des plus grands explorateurs, errant à travers mes pensées. Je suis venu ici avec beaucoup de questions et je repars avec des réponses. J'ai passé les dernières années à voyager aux 4 coins du monde, à rencontrer des gens de tous horizons, à relever des challenges de plus en plus ambitieux. Si j'ai fait tout cela, c'est parce que j'étais en quête de sens. Et je crois qu'aujourd'hui, je commence à toucher du doigt qui j'ai envie de devenir. Je crois que j'arrive à la fin du Ulysse nomade et
que j'ai envie de devenir le Ulysse explorateur. Et donc ce voyage en Antarctique, c'est pas une finalité, ce n'est qu'un début. Pour conclure, j'aimerais remercier Sandrine, grâce à qui j'ai pu participer à cette expédition. J'aimerais aussi remercier tout l'équipage de l'Ortelius qui ont fait un travail incroyable pour nous permettre d'aller aussi loin. Enfin, on a été le bateau le plus au sud du monde quand même. Un grand merci aussi à Simal, mon sponsor, qui m'a fourni du matos vraiment de super qualité. Et puis merci à vous aussi d'avoir suivi tout ce périple en Antarctique jusqu'à la fin. Voilà, sur ce, je vous dis comme d'habitude à très vite pour de nouvelles folies. Ça y est, hissez les voiles! Et parce que moi, il faut encore que je me tape le passage de Drake.